Le travail a déjà commencé sur le terrain et nous attendons le soutien de tous. Une semaine après le coup d'État, le capitaine Ibrahim Traoré sollicite l'accompagnement du corps diplomatique accrédité au Burkina Faso. Des rencontres en attendant les assises nationales pour désigner un président de la transition qui, pour diriger cette période charnière, une femme ou un homme, un militaire ou un civil, il ou elle devrait avoir quel âge, quel profil, quelle valeur. Nous avons posé ces questions à plusieurs franges de la société. C'est le grand format de ce soir. Et pendant ce temps, les déclarations de soutien tous azimuts des OSC au nouveau pouvoir se poursuivent. Le Cercle d'action pour le développement économique et social de Burkina Faso appelle à soutenir le capitaine Traoré. Voilà pour les grandes articulations de ce journal. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Le capitaine Ibrahim Traoré face au corps diplomatique accrédité au Burkina Faso. Le président du MPSR est revenu sur les circonstances de ce nouveau coup de force avant de solliciter l'accompagnement des représentants des pays partenaires et des institutions internationales. Le point des échanges avec Amadou Diko. Après le médiateur de la CEDEAO, c'est au tour des représentants des corps diplomatiques accrédités au Burkina Faso ainsi que les représentants des organisations internationales et interafricaines de rencontrer le nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. Une rencontre voulue par le chef de l'État pour présenter à l'ensemble des partenaires du Burkina Faso la situation actuelle du pays et les raisons du changement à la tête de l'État. La dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso et son corollaire sont les principales raisons qui ont conduit les événements du 30 septembre 2022, selon le président du MPSR. Il dit inscrire le sens de son combat dans la sauvegarde et la restauration des territoires du Burkina Faso. Le capitaine rassure les partenaires que le travail de la reconquête du territoire national a déjà commencé sur le terrain. Un travail qui a juste besoin de soutien. Les représentants des corps diplomatiques et organisations internationales et interafricaines ont rassuré de leur disponibilité à accompagner le Burkina Faso à relever les défis auxquels il est confronté. L'occasion est également saisie pour ces hommes et femmes de présenter leurs doléances au chef de l'État. Des préoccupations que le capitaine Ibrahim Traoré dut prendre en compte. Il a encore rappelé aux diplomates que tout est urgent et que le MPSR veut aller très vite. Le président du MPSR multiplie les rencontres en attendant de convoquer les assises nationales devant désigner le président de la transition. Une question ce soir. À quoi pourrait ressembler le portrait robot du futur président de cette période transitoire? Femmes, hommes, personnes âgées, jeunes, paysans, organisations de la société civile se prononcent. C'est avec Kwame Hervé Dapa. Je pense qu'on peut mettre la barre à 35 ans minimum. Ceci n'est pas un sondage. Il ne respecte en rien le caractère scientifique de cet exercice. Il ne reflète pas non plus, bien évidemment, le sentiment de la majorité des Burkinabés. C'est une tentative de portrait robot à minima du futur président de la transition burkinabé. Des questions sur les traits de caractère que devrait avoir le futur président de la transition ont été posées à des personnes triées sur les volets et très relativement représentatives de la société burkinabé. La jeunesse. Eli Kabouré, directeur de publication de Minactu Burkina. Les femmes. Martine Yabré, coordinatrice du cadre de concertation des organisations et acteurs intervenant sur le genre et la participation citoyenne des femmes au Burkina Faso. Les personnes âgées. Je m'appelle Bassiaka Dao. Je suis un agriculteur de la région de Haut-Bassin. Je suis le président du conseil d'administration de la Confédération paysanne du Faso. Et la société civile. Je réponds au nom de Samda Segna. Je suis chargé de programme du Centre pour la gouvernance démocratique. Allez, c'est parti. D'abord, le futur président de la transition devrait être une femme ou un homme. Homme, femme, peu importe. L'essentiel, c'est que ce soit une personne de consensus. Pour moi, le pouvoir n'a pas de sexe. Prioritairement, si c'est une femme, c'est pas mauvais. Mon souhait est que ce soit un homme
Peu importe. Parce que dans ce pays, nous avions des femmes capables aussi, et nous avons des hommes capables. Quel âge devra-t-il avoir le futur président de la transition burkinabé? On peut aller de 35 à 70 ans. Le président ou la présidente, peu importe l'âge, pourvu que la personne soit majeure. Même s'il a 30 ans, 34, 35, jusqu'à 40 ans, c'est bon. D'abord, pour moi, la sagesse n'est pas liée à l'âge, les compétences ne sont pas liées à l'âge. Le futur président de la transition devrait-il être un civil ou un militaire? Civil, militaire, je proposerais plutôt un civil. Pour la simple raison qu'actuellement, notre armée traverse quand même des périodes difficiles, et surtout des divisions. De préférence, une personne civile, ce serait l'idéal. Maintenant, encore faudrait-il que nous puissions tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Il doit être un militaire de carrière, intègre. Un président, l'idéal pour nous, c'est un civil. Pourquoi je dis l'idéal, c'est un civil? Parce que la crise sécuritaire à laquelle nous faisons face montre visiblement qu'il y a des fissures dans l'armée. Devrait-il être un technocrate ou un politicien? Surtout pas un militant politique ou de la société civile. Pas de politicien, de mon point de vue. Il faut qu'il soit désintéressé de la politique politicienne. Je ne suis pas forcément favorable à un acteur politique. Le futur président de la transition devrait-il être un leader religieux et ou coutumier? Surtout pas un leader au niveau des religieux, surtout pas un leader au niveau des coutumiers, parce que ce n'est pas leur rôle de gérer un pays. Surtout pas l'autorité coutumière, religieuse ni traditionnelle. Éradiquer les groupes armés, c'est son objectif principal. S'il n'est pas militaire de carrière, s'il n'est pas intègre, il ne peut pas se l'assumer. C'est bon que ce ne soit pas un leader coutumier et religieux parce qu'ils sont utiles ailleurs et autrement. Devrait-il être un fidèle du partenariat historique ou plutôt pro-diversification? Je suis pour la diversification des partenariats parce qu'un pays ne peut pas s'enfermer, un pays ne peut pas refuser des amitiés. Un pays doit défendre ses intérêts. Je ne suis pas aussi une adepte de ceux qui pensent qu'il faut chasser Pierre pour garder Paul. Je crois qu'on peut garder Paul et Pierre, tout dépend de comment on les fait asseoir et puis on parle. On ne veut pas des partenaires qui s'imposent à nous. C'est un choix stratégique de la nation qui doit se faire. Je pense que l'option idéale aujourd'hui, c'est la diversification du partenariat. Parce que, quoi qu'il en dise, on a des partenariats historiques qui, visiblement, n'arrivent pas à produire les effets escomptés. Trois constantes se dégagent à l'unanimité. La piste du politicien est rejetée catégoriquement. Celle du leader religieux et ou coutumier est tout aussi balayée du revers de la main. La fidélité aux partenaires historiques est également refusée. Conclusion, le prochain président de la transition burkinabé ne devrait surtout pas être un politicien, pas un leader religieux ou coutumier non plus, et plutôt un adepte de la diversification active des partenaires, hommes ou femmes, peu importe, l'âge, plutôt un adulte, civil ou militaire, ça se discute. Bien sûr, tout cela est subjectif. Allez, c'est parti, à vos téléphones et claviers pour les nominer. En attendant de convoquer les assises nationales pour désigner le futur président de la transition, c'est Ibrahim Traoré qui incarne le pouvoir d'État, le chef de l'État. Moins d'une semaine après sa prise du pouvoir, il reçoit du soutien, celui du Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso. Et c'est parti pour les balais de soutien au nouveau pouvoir. Océane d'abonnés, Arsène Konditamdi. Moins d'une semaine après son arrivée au pouvoir, le MPSR version Ibrahim Traoré, en plus du soutien de la rue, reçoit l'appui d'organisations de la société civile. Le CADES-BF, Cercle d'action pour le développement économique et social du Burkina Faso, en fait partie. Pour cette structure, les nouveaux tenants du pouvoir donnent des gages de bonne foi. Ils veulent donc les aider à réussir leur mission première, qui est la reconquête du territoire national. Nous disons que nous soutenons
les MPSR et nous invitons les Burkinabés à les soutenir. Vous conviendrez avec moi que ces nouvelles autorités sont sur la bonne ligne. Quand vous regardez les intentions, la volonté qu'ils ont donc d'agir, et tout de suite, ça nous a motivés. Ça nous a motivés et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas tout de suite en train d'applaudir le MPSR, mais nous disons simplement que le Burkina y gagne en soutenant donc cette transition. Parce qu'on ne va pas passer tout le temps à faire donc des transitions. Le CADES-BF tient à rassurer l'opinion. Il n'est pas anti-français, mais il estime que le Burkina Faso doit renégocier ses accords de coopération avec la France. Nous ne sommes pas anti-français. Nous disons simplement que la France doit revoir donc sa coopération avec le Burkina Faso. Je vais répondre en même temps à la question. C'est pour dire simplement, vous voyez, c'est le volet défense et sécurité que le problème se pose. Nous ne devrons pas être un État indépendant en train de passer par un autre État ami pour donc commander nos matériels militaires. Ce n'est pas normal, c'est révolu et nous disons non. Donc nous ne sommes pas anti-français, nous disons que nous sommes contre la politique française actuelle. Le Cercle d'action pour le développement économique et social appelle le capitaine Ibrahim Traoré à asseoir une gouvernance vertueuse et à réformer profondément l'armée burkinabé qui montre des signes de division. La bisbille au sein de l'armée tantôt dénoncée n'est pas la seule entrave à la bonne marche de la nation. Ce qui plombe également le développement, c'est bien les conséquences de la crise russo-ukrainienne. Les chaînes d'approvisionnement depuis l'Europe jusqu'en Afrique et au Burkina Faso sont fortement impactées. Conséquence, les prix des produits s'envolent. Un contexte qui se griffe à une situation sécuritaire délétère avec son lot de difficultés également. En pareille circonstance, comment organiser la résilience? Le Conseil national de l'économie informelle et ses partenaires posent la réflexion au cours d'une conférence publique. Benjamin Kwame. Plus de 70% en milieu urbain et 25% en milieu rural. C'est le pourcentage qu'occupe le secteur informel au Burkina Faso. Un secteur qui a pris du plomb dans l'aile depuis le conflit éclaté entre la Russie et l'Ukraine en février dernier. Hausse du prix de l'hydrocarbure, des transports, augmentation du prix des denrées de grande consommation, les conséquences directes de cette crise à l'échelle mondiale et nationale. L'économie dans le secteur du commerce, de l'artisanat, de la transformation et de l'agro-silvopastorale est la plus enrhumée, surtout avec la crise sécuritaire au Burkina Faso. La chaîne d'approvisionnement est au ralenti, c'est le diagnostic fait par le Conseil national de l'économie informelle. Et tous les acteurs du domaine repensent donc de nouvelles stratégies. Si ces agents de transformation de nos produits locaux ont été valorisés et puis ils avaient eu des capacités, cela pouvait nous permettre de faire une résilience pour peut-être trouver des produits de consommation pour nous épargner de tout ce qui vient un peu de l'extérieur. Bon, c'est des milliers. Même avant la crise russo-ukrainienne, vous voyez même cette crise d'insécurité-là. Quand ces gars du force du mal frappent, c'est les outils de production, ils détruisent. Quand ils arrivent dans les marchés, c'est les marchés on brille et puis les gens sont à eux-mêmes. Ce cadre de réflexion a pour finalité la formulation des recommandations, tout en attirant l'attention des autorités du pays pour un appui technique et financier sur leur programme d'activité, car étant le maillon le plus vulnérable dans l'économie nationale. Le ministère en charge de l'emploi trouve ce rendez-vous du donner et du recevoir opportun et espère qu'il sera mis à profit pour relancer le secteur informel au Burkina Faso. Cette conférence publique est une tribune qui vous est offerte pour qu'avec l'appui des experts et des techniciens des différentes structures présentes, vous puissiez définir les meilleures pistes de solutions à même de vous accompagner à renforcer la productivité de vos entreprises tout en vous engageant dans la formalisation et la modernisation de celles-ci afin de contribuer fortement à la création de richesses et d'emplois pour le Burkina Faso. Le Conseil national de l'économie informelle, malgré cette crise économique qu'il traverse, se montre solidaire aux personnes déplacées internes. Grâce à son président, plusieurs PDI des régions du centre-nord, des hauts-bassins, de la boucle du Mouhoun ou de la région de l'Est ont reçu des kits scolaires,
Une manière, selon les responsables de cette fêtière, d'assouplir la souffrance des familles qui ont du mal à scolariser et équiper leurs enfants en fourniture scolaire. Tout autre chose à présent, il s'appelle Abbas Nombré. C'est lui qui a désormais la lourde charge de présider la juridiction la plus importante de Burkina Faso. Précédemment adjoint du tribunal de grande instance de Ouaga 1, le magistrat de grade exceptionnel en devient son président. Il a été officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi. Benjamin Kwame. C'est lui, le nouveau président du tribunal de grande instance de Ouaga 1, Abbas Nombré. Il a été nommé en Conseil des ministres le 30 juin dernier. Celui qui va diriger la plus importante juridiction au Burkina Faso est installé par le président sortant, Pascal Compaoré, après 5 ans d'exercice. 5 bonnes années au cours de laquelle le désormais ex-président dit avoir résolu plusieurs affaires et tenu des audiences en faveur des justiciables. Il s'en va avec le sentiment d'avoir beaucoup apporté à cette juridiction. Au titre des acquis, je citerai la multiplication du nombre des audiences. Nous sommes allés souvent à 8 formations. L'accroissement du nombre des juges des référés, plus d'une quinzaine. La réduction des délais de rédaction des décisions. Et ce, malgré un effectif en permanente baisse. Comme un aîné et un dévancier, Pascal Compaoré, un conseiller, demande à son successeur, qui était jusque-là vice-président de cette instance de justice, d'être l'immaculé et celui sur qui tout sera déporté. En clair, un modèle et un exemple pour ses collaborateurs. Cette salle d'audience, qui devait accueillir au moins 95 dossiers correctionnels, n'a pu se faire à cause d'un certain nombre de difficultés dues notamment aux moyens de transport des prévenus. Le nouveau président le sait et il compte prendre à bras le corps tous ces défis ô combien importants dans ce contexte de changement de personnalité à la tête de l'État. Lorsque un tribunal connaît beaucoup d'affaires, ça veut dire qu'il y a beaucoup de difficultés dans le pays. Si les gens s'attraient devant les juridictions, c'est parce qu'en réalité, ils n'ont pas pu trouver solution de façon consensuelle à leurs difficultés, d'où le recours aux juridictions. Et ces difficultés sont tellement nombreuses qu'il faut les résoudre à la fois. Nous ne hiérarchisons pas ici à notre niveau les dossiers. Tous les dossiers sont importants. Abbas Nombré est un quadragénaire, magistrat de grade exceptionnel premier échelon. Il a dirigé plusieurs juridictions à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou et dans des organismes à l'international. C'est un nouveau projet qui se veut concret avec des démarches scientifiques pour trouver des solutions face à la déscolarisation des enfants déplacés internes. Et ils sont plus de 700 000 enfants forcés à abandonner le circuit scolaire du fait de l'insécurité. Comment assurer convenablement leur éducation en situation d'urgence? C'est tout le sens de ce projet porté par l'Institut des sciences des sociétés. Il a été lancé à Kaya ce jeudi. On en sait plus avec Amadou Diko. À la date du 3 octobre 2022, le nombre des établissements scolaires fermés s'élevait à 4258 sur le territoire national, laissant plus de 700 000 élèves hors du système éducatif. Des chiffres de l'ONG humanitaire OCHA. Face à cette situation, le ministère et ses partenaires ont mis en place des écoles dites temporaires sur les sites de déplacés internes pour assurer la scolarisation continue des enfants concernés. Une initiative qui semble produire peu de résultats positifs à cause de l'inadaptation de la stratégie. Des chercheurs de l'Institut des sciences et des sociétés décident alors de trouver des solutions plus appropriées à travers l'élaboration d'un guide méthodologique d'intervention dans le cadre d'une démarche scientifique. Une feuille de route qui devrait permettre à l'État de lutter contre le décrochage et l'abandon scolaire. C'est un devoir patriotique donc de mettre en place ce type de projet-là qui montre que les chercheurs aussi essaient d'apporter leur contribution auprès de l'État, qui a un programme national sur 5 ans sur la situation, l'éducation en situation d'urgence, et nous venons en appui donc à ce programme national-là en essayant de faire ce que l'on peut. L'un des principaux, pour ne pas dire le principal livrable, c'est un guide, une sorte de guide pratique qui va permettre
permettre de voir comment est-ce qu'on peut prendre en charge donc, ces personnes, ces enfants déplacés internes. Comment est-ce qu'on peut renforcer leur situation donc, d'éducation et de formation en contexte donc, de décrochage scolaire. La mise en œuvre de ce projet est assurée par des chercheurs en collaboration avec des acteurs engagés pour l'éducation des enfants. L'idée est de procéder d'abord à un diagnostic complet sur la situation de scolarisation des enfants. Les données produites devraient permettre de faire des propositions d'activités à mettre en œuvre pour l'élaboration du guide. C'est de mener des recherches pour voir les pratiques qui sont mises en œuvre, si elles sont adaptées et comment on peut s'appuyer sur ces pratiques-là pour identifier des mécanismes efficaces en matière de scolarisation des enfants déplacés internes. Donc, à l'issue de ces activités de recherche qui vont consister à faire des enquêtes sur le terrain en rencontrant les structures étatiques, les acteurs humanitaires, les associations, les élèves déplacés internes ainsi que leurs parents, à la suite donc de cette recherche, nous allons donc capitaliser et élaborer un guide méthodologique d'intervention. Ce projet d'élaboration de mécanismes de scolarisation des enfants déplacés internes concerne les communes de Kaya et de Fadangourma. Il est financé par le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement à hauteur de 30 millions de francs CFA pour une période de 3 ans. Toujours dans le secteur de l'éducation en situation de crise, les élèves de Goulouré dans la commune de Kokologo peuvent compter sur la générosité de leurs aînés. Des ressortissants de la localité supportent une partie des frais liés à leur scolarisation, de quoi alléger un tant soit peu les peines des parents d'élèves. Roméo Kouita. C'est dans une ambiance festive que les habitants de Goulouré, dans la commune de Kokologo, accueillent leurs fils qui ont décidé de leur venir en aide en cette veille de rentrée scolaire. Le geste, un don de kit scolaire au profit des élèves du CP1 à la classe de 3e. Les bienfaiteurs, tous ressortissants du village de Goulouré, veulent épargner les parents d'élèves de toutes les dépenses liées à la scolarité. C'est pourquoi, en plus des fournitures, ils décident aussi de régler les frais APE. Vous savez que notre pays aujourd'hui traverse une situation assez difficile. C'est une crise sécuritaire et à cette crise sécuritaire s'ajoute une crise sociale et économique. Et c'est très important que nous montrons à nos parents que nous sommes solidaires avec eux, que nous sommes là, que nous ne sommes pas dans le village, c'est vrai, nous sommes hors du village, mais nous sommes les fils et filles de ce village-là. Et en pareille circonstance, il est toujours important que nous apportions nos contributions. Soulager les parents, le porte-parole des donateurs ne croyait pas si bien le dire. En ces temps qui courent, c'est un souci de moins pour les parents d'élèves. Eux, qui tout en remerciant les donateurs, exhortent leurs enfants à faire bon usage des kits. Pour que les donateurs qui sont vos grands frères continuent de vous aider, il faut que vous travaillez bien à l'école. Ce sont vos bons résultats scolaires qui vont les encourager à toujours se souvenir de vous. Donc, ne les décevez pas. Les parents soulagés, les enseignants aussi touchés par le geste de ces fils du village. Ce don vraiment va venir soulager vraiment beaucoup les enseignants, les élèves, et ça va permettre en tout cas de projeter des résultats meilleurs les années à venir. C'est pour cela que j'ai pris Dieu que vraiment Dieu les bénisse abondamment. Nous sommes vraiment très unis parce que ça va nous soulager. Actuellement à Goulouré, c'est parce que le problème de manière scolaire ne va plus se poser. Donc, on va dire merci. Afin que leurs initiatives puissent avoir de l'impact sur le développement du village, les ressortissants de Yitaoré vivant à Ouagadougou se sont réunis autour d'un comité de réflexion et de suivi. Une organisation qui, au-delà du secteur éducatif, entend diversifier ses actions au profit de tous les habitants de la localité. En finir avec la défécation à l'air libre dans toutes les localités du Burkina Faso, l'État et ses partenaires s'engagent pour atteindre ce résultat. Des objectifs de départ ont été tracés. Plus de 2000 villages étaient en ligne de mire. À l'arrivée, le bilan est mitigé et c'est l'heure de tirer toutes les conséquences afin de rectifier le tir. C'est un document d'orientation qui est soumis aux acteurs. Arsène Konditamde. La TPC est une approche de mobilisation communautaire pour l'atteinte de la fin de la défécation à l'air libre. Le bilan de la mise en œuvre de cette approche
montre que sur les 2301 villages de départ, 546 villages sont déclarés fin de défécation à l'air libre et seulement 327 de ces villages sont certifiés FEDAL. C'est pour remédier à ces résultats mitigés que les acteurs sont réunis ici afin de valider le document devant permettre l'accélération de la fin de la défécation à l'air libre d'ici à 2030. Un document d'orientation est soumis aux participants pour pouvoir donc être adopté, validé. Et après cette adoption, cela va conduire et orienter les actions sur le terrain afin que nous puissions aboutir à cela, dans la mesure où cela va nous aider non seulement à assainir notre milieu, mais aussi à parvenir à l'amélioration de la santé humaine dans un contexte où bien sûr nous avons des pesanteurs sociaux qui peuvent jouer, mais où vraiment l'utilité et l'importance de la fin de la défécation à l'air libre n'est plus à démontrer aujourd'hui. Le nouveau document d'orientation des acteurs tient compte du contexte sécuritaire qui s'est considérablement dégradé ces dernières années. Il met aussi l'accent sur la mobilisation des ressources financières. Quand on voit l'importance, la nécessité de financer ce secteur-là pour appuyer les autres domaines que sont la santé, l'éducation et autres, c'est vraiment important de poursuivre chaque fois le plaidoyer à ce niveau. Et vous allez voir que dans cette partie, au niveau de cet axe amélioration du mécanisme de financement, il y a vraiment des actions qui sont proposées pour voir comment mobiliser les financements, faire les plaidoyers et aussi prendre des initiatives pour des financements endogènes, développer de nouveaux mécanismes de financement pour accompagner tout le processus. Selon le rapport bilan 2021, le taux d'accès à l'assainissement est de 21% en milieu rural, 40,4% en milieu urbain et 26,7% au plan national. Les experts espèrent que l'échéance de 2030 permettra d'obtenir des avancées significatives en la matière. Dernière ligne droite de ce journal, tout en sport, c'est le groupe Bolloré et ses filiales au Burkina Faso qui prennent part à un marathon, bien plus qu'une séance de sport de maintien. C'est un moment de partage et de retrouvailles des 400 travailleurs de ce groupe vieux de plus de 200 ans. Luc Pacbelgem. Le groupe Bolloré, avec ses plus de 400 collaborateurs au Burkina Faso en plein sport, au Palais des Sports Ouaga 2000. Pour le Marathon D 2022, toutes les filiales du groupe étaient présentes. Sportivement, donc, les travailleurs de Bolloré Transport et Logistique, de Citarail, de Ceto, de Canal+, de Canal Olympia et Avas Media vont faire 5 tours du palais à la marche. J'ai vu ça, c'est une fake news qui a été colportée par nos concurrents. Nos éléments ont bien terminé premier comme promis. On avait une stratégie, la stratégie a été respectée. Bravo à tous, maintenant on lâche rien pour l'année prochaine. Initié depuis 2016, le Marathon DI se veut un cadre d'échange et de collaboration entre travailleurs des filiales du groupe Bolloré. La 7e édition du Marathon D du groupe Bolloré, donc c'est l'occasion donc pour les travailleurs du groupe de se retrouver et d'encourager la pratique sportive et surtout la pratique de maintien, le sport de masse. Je pense que ça permet aussi de garder la bonne santé. Donc c'est dans la vision du groupe de veiller sur la santé de ces travailleurs. Donc, créé depuis 1822, le groupe Bolloré a 200 ans d'histoire dans des domaines variés dont le plus connu est le transport logistique. Le président du groupe au Burkina Faso a supervisé en chef le Marathon DI. Le sport, c'est quand même un facteur déterminant pour la productivité. C'est bon qu'on se retrouve de temps en temps pour ce genre d'événements de partage, de retrouvailles, parce qu'on n'est pas tous sur le même site. Les gens sont disséminés selon les sites de production. Mais c'est quand même un jour où on se retrouve, on fait la fête. Moi j'appelle ça faire la fête. Le Marathon D du groupe Bolloré est à sa 7e édition. Cette escale sportive a été des moments empreints de convivialité et de saine émulation. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi partout et plus précisément depuis le village de Kor dans le Haut-Bassin. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.